Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Dash News et vous faites bien. Pour cette édition de l'invité de la rédaction, nous mettons le cap sur Dakar où nous allons retrouver avec beaucoup de plaisir M. Iya Touré, qui est le délégué général du Québec à Dakar. Monsieur Iya Touré, merci d'être avec nous. Avec vous, nous allons parler de la relation qui existe entre le Québec et l'Afrique francophone de façon globale, mais davantage des préparatifs du troisième forum international sur l'entrepreneuriat que se prépare à accueillir Douala, capitale économique du Cameroun. Bienvenue, monsieur Iya Touré. Bonjour, merci. C'est un plaisir de vous avoir. Je tiens à préciser qu'après Dakar en 2021, puis Cotonou en 2022, c'est désormais au tour de Douala d'accueillir la 3e édition du Forum international sur l'entrepreneuriat, une plateforme organisée ou bien initiée par le Québec et ses différents partenaires. Pourquoi le choix de Douala pour cette 3e édition, présentée un peu comme un pont d'opportunité entre le Québec et l'Afrique francophone? Merci pour cette première question introductive. Je suis délégué à Dakar depuis maintenant, ça va faire 3 ans bientôt. Quand je suis arrivé, on a priorisé les pays qui sont d'importance pour nous. Comme vous le savez certainement, la délégation du Québec à Dakar couvre 12 pays, dont 2 de l'Afrique centrale, le Cameroun et le Gabon. Donc, quand j'ai pris fonction, on a priorisé et le Cameroun sortait comme un prioritaire. Donc, le choix du Cameroun s'explique par le fait que c'est un pays prioritaire. C'est le cœur de la CEMAC, comme vous le savez. Il y a le dynamisme aussi économique et entrepreneurial. C'est la plus grande métropole centrale, l'Afrique centrale. Et quand on pousse un peu loin, on arrive au choix de Douala, c'est un cap stratégique. Et la place commerciale de l'Afrique centrale, pour moi, c'est vraiment Douala. Donc, pour nous, la question se pose, c'est un incontournable. Douala, présenté comme le poumon économique de l'Afrique centrale, Douala sera le temps de 2 jours, dont les 1er et 2 novembre prochains, le centre ou bien le cœur, le toit de la sous-région Afrique centrale, et il sera question d'entrepreneuriat. Pour ce 3e forum, le thème retenu, entrepreneuriat et l'innovation au cœur du développement. Pourquoi justement ce thème-là? Je pense que principalement, ce thème-là, le choix s'explique principalement par le fait qu'il faut, c'est une stratégie pour nous de mettre en valeur les entrepreneurs et les innovateurs parce que c'est eux qui permettent la création de richesses, c'est eux qui permettent la création d'emplois, c'est eux qui permettent aussi d'adresser, de trouver des solutions aux défis sociaux et environnementaux auxquels nous faisons face. Le forum aussi, évidemment, vise à partager de l'expérience, les bonnes pratiques et les stratégies entre différents acteurs. Pour l'Afrique francophone, ça vise aussi à renforcer les liens de coopération et les opportunités entre le Québec et puis le Cameroun. J'insiste sur le côté innovation, parce que l'innovation est essentielle pour résoudre les problèmes auxquels nous faisons face, que ce soit des problèmes sociaux, que ce soit des problèmes économiques. Ça stimule la compétitivité des entreprises et ça encourage aussi la compétitivité. Donc, l'innovation est très importante. Donc, c'est ce qui motive le choix de cette thématique. La rencontre de Douala va justement consacrer le gagnant du concours entrepreneurial Cameroun-Québec. Quels sont les enjeux d'un tel concours pour les différents lauréats? Bon, pour faire très simple,
pour un entrepreneur qui participe à ce forum, il y a beaucoup de choses à gagner, beaucoup de choses à gagner. Au-delà de l'aspect financier, évidemment, de gagner un bon emploi, donc une subvention, mais il y a l'exposition, la visibilité que ça va apporter. Vous allez être en contact aussi avec des gens qui sont des experts dans le domaine, donc il y a une expertise à aller chercher là. Il y a un réseautage aussi à développer dans ces rencontres-là. Il y a tout un écosystème. Hein, je prends par exemple un des panels qu'on va avoir. Le premier panel, c'est Rebecca Chevaux qui va animer ce panel-là. Donc, c'est une dame d'expérience, c'est une dame qui a une profonde accès à cette dame-là et échanger avec elle. Je pense que c'est hyper intéressant. Donc, il y a beaucoup de choses à gagner en termes d'opportunités pour les participants au forum. Dans tous les cas, on retient que c'est une plateforme qui donnera l'opportunité aux jeunes entrepreneurs camerounais et pourquoi pas de la sous-région Afrique centrale à avoir des échanges et d'expériences, ce qui est important, voire primordial pour des jeunes qui veulent se lancer dans le domaine justement de l'entrepreneuriat. Intéressons-nous à présent aux écosystèmes entrepreneuriaux Cameroun-Québec. Y aurait-il des similitudes? Oui, définitivement. Il y a des aussi. Hein. Si je prends juste les similitudes, le Cameroun comme le Québec, on parle de diversité culturelle et linguistique. Hein. On parle d'un tissu entrepreneurial qui est dynamique et créatif. Et la volonté de développer des solutions innovantes adaptées aux problèmes locaux. Et ça, c'est ce que je peux dire. Et puis, il y a l'importance de l'éducation. Il y a le rôle de la femme dans l'écosystème économique. Donc, ça, c'est des points, des points de similitude, évidemment. Et par contre, il y a des spécificités. Parce que ce n'est pas le Cameroun, hein, il faut le dire. Le développement économique n'est pas le même, le social. Le cadre réglementaire fiscal, ce n'est pas le même. La disponibilité du financement, on ne parle pas de la même chose. Et il y a tout le volet infrastructure logistique qui ne sont pas les mêmes. Donc, ça, c'est des spécificités, mais il y a vraiment des similitudes entre les deux nations. Parce qu'au Québec, la Fédération canadienne, l'entrepreneuriat fait partie de l'ADN. Et quand on regarde aussi le Cameroun en entièreté, les gens sont entrepreneurs naturellement. Donc, déjà là, pour moi, ça c'est une base sur laquelle on peut travailler, les deux nations peuvent travailler. Au cours des 2 jours, c'est-à-dire le 1er et 2 novembre prochain, le forum aura à relever le challenge de mettre ensemble près de 200 participants. On aura des participants du secteur, aussi bien du secteur public que privé, mais ce sera également le moyen, non seulement au-delà des sessions qui seront organisées, le moyen de permettre à ces jeunes entrepreneurs de s'exprimer. Et il y a ils ont un problème commun, celui de l'accès justement à la finance. Et c'est un problème qui n'est pas seulement l'apanage des entrepreneurs camerounais. Est-ce qu'on peut aborder justement la question du difficile accès au financement? Oui, c'est un sujet qui revient à toutes les éditions. Hein, à toutes les éditions, c'est pas nouveau. Que ce soit à Dakar ou à Cotonou, le sujet du financement revient régulièrement. Mais moi, je le verrais différemment. Les ressources financières sont disponibles. C'est les projets qui font défaut. C'est les projets qui font défaut. Il y a un travail qui doit être fait de part et d'autre, surtout au niveau, on en parlera plus tard probablement, au niveau de l'État. Il y a un rôle, l'État doit jouer un rôle pour faciliter certaines choses. Mais à la base, les projets doivent être intéressants, les projets doivent être viables. Et ce n'est pas tous les projets qui sont finançables. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une belle idée, cette idée va se transformer
un projet commercialisable. Et quand on parle de financement, il y a toujours l'aspect risque. Un banquier traditionnel, il regarde son risque, il évalue son risque. Donc, si le projet n'est pas viable, le financement va être difficile. Donc, c'est de trouver un équilibre toujours entre ce que l'État peut faire et ce que le secteur privé peut faire pour donner la chance aux acteurs. Je prends l'exemple du Québec, par exemple. Ça a été vraiment très stratégique. Dans les années 90, le gouvernement a sorti ce qu'on appelle le plan Payé avec un financement de 300 millions de dollars pour aider l'émergence d'entreprises. Et chaque entreprise, chaque entrepreneur pouvait avoir un prêt de 50 000 dollars. C'est sûr, quand on fait le bilan de ce plan Payé, il y a eu beaucoup de pertes. Les pertes sont probablement un tiers, mais on a eu 2 tiers de succès. Donc, si l'État québécois, avec son plan, n'était pas capable d'absorber une perte de 1 tiers, là, ça aurait été difficile. Donc, c'est des initiatives de ce genre qu'il va falloir mettre de l'avant. Mais j'en conviens avec vous, le financement est toujours un enjeu, mais tous les acteurs doivent s'y mettre et accepter d'assumer une partie du risque. Parce qu'on ne créera pas d'entreprise si on n'aime pas le risque et si on n'accepte pas que certaines de ces entreprises ne vivront pas, ne survivront pas après le délai de 3 ans qui est généralement la norme pour la survie d'une entreprise qui vient d'être créée. Monsieur Iyatouré, en parlant justement de survie de ces entreprises-là, l'environnement d'affaires aujourd'hui est un sérieux frein à la pérennité des PME. Quels est selon vous les préalables pour qu'on arrive à asseoir un écosystème justement favorable à leur longévité? Oui, pour moi, il n'y a pas une seule réponse à cette question. Hein. C'est une multitude de facteurs qui font en sorte que il y a des pays qui vont vouloir vraiment se démarquer. Mais j'insiste beaucoup sur le rôle de l'État. L'État doit avoir moins de bureaucratie. L'État doit être agile. L'État doit jouer son rôle dans l'accès au financement, comme on en a parlé tout à l'heure. L'État doit avoir un cadre fiscal et réglementaire qui favorise ça. Et chose importante aussi, le goût du risque, cultiver le goût du risque. Ce n'est pas toutes les nations qui font ça. Il faut cultiver le goût du risque. L'éducation jouera un rôle important là-dedans. Et le secteur privé aussi. Moi, je le dis souvent, on est en Afrique de l'Ouest, les philanthropes de façon générale, je vous donne juste un exemple. Les philanthropes qui ont beaucoup d'argent vont prendre, ils ne savent pas peut-être quoi faire avec ça, ils vont prendre l'argent et ils vont peut-être construire une mosquée, exemple, ou une église. Mais moi, je leur dirais, il y a beaucoup de mosquées, on a beaucoup d'églises. Prenez cet argent-là, mettez-le à la disposition des jeunes tous. Mettez cet argent, ces ressources financières, l'accompagnement à la disposition des jeunes qui veulent créer, qui veulent entreprendre. Je pense que c'est de même qu'on va pouvoir créer de la richesse pour nos États, on va pouvoir aussi amener du développement économique et sortir de ce cadre de pauvreté qu'on voit régulièrement. Et les gens aussi doivent arrêter de dire que l'État va créer et trouver de l'emploi pour tout le monde. L'État n'aura jamais les moyens de créer des emplois pour tous les jeunes diplômés. Donc, c'est là l'importance de l'écosystème, d'appuyer, supporter les jeunes à aller de l'avant, à entreprendre et à prendre le coup du risque. Et je pense que c'est ce que je peux dire à ce stade-ci par rapport à ces préalables. Il n'y a pas juste un seul élément, c'est une multitude de facteurs qui font en sorte que l'écosystème devient favorable pour la création d'entreprises et la compétitivité des PME.
Dans tous les cas, le public aura droit à plusieurs sessions avec des panels sélectionnés avec beaucoup de précision. Un panel de qualité qui va enrichir le public sur les différents domaines de l'entrepreneuriat. Et on profite pour parler justement de l'avenir pour les petites entreprises. Minées par l'échec, les experts recommandent le transfert de technologie. Selon vous, c'est un mécanisme aujourd'hui efficace, éprouvé? Ah ben c'est très simple. On prend ce qui fonctionne ailleurs et on l'adapte à la réalité camerounaise. On gagne du temps et on préserve des ressources. C'est ce principe-là. Et ce n'est pas nouveau. Hein. Si vous, ceux et celles qui sont familiers avec l'Asie, vous prenez la Corée du Sud, par exemple, ou la Chine, qui est reconnue pour ça. Et tout le monde, la Corée du Sud s'est inspirée de ce qui se faisait au Japon. Donc, ils prennent ce qui se faisait au Japon et puis ils l'adaptent à la réalité et ils exportent ça à travers le monde. D'ailleurs, ce qui a amené la création des qui fabriquent des autos et puis tout un paquet d'autres produits. Donc, c'est un principe qui est éprouvé, mais j'insiste beaucoup sur la notion de l'adaptabilité. Ce qui fonctionne au Québec ne fonctionne pas nécessairement de la même façon au Cameroun ou au Sénégal. Dans tous les cas, nous évoluons dans un contexte de polycrise avec les économies, la résilience des économies des pays sérieusement fragilisées aujourd'hui. Et quelles seraient aujourd'hui, selon vous, des opportunités directes entre le Québec et l'Afrique francophone qu'on peine à tourner justement la page de ces polycrises-là? Oui. Excellente question. Pour moi, quand je regarde les échanges commerciaux entre le Canada de façon générale, le Québec particulièrement et l'Afrique de façon générale, on n'est pas sur le radar. Les échanges sont extrêmement faibles à ce stade. Et pourtant, quand vous regardez, nous partageons beaucoup de valeurs. Nous avons beaucoup de valeurs en commun. On parle la même langue. Et dans le cas du Cameroun, il y a l'anglais, le Canada, c'est l'anglais et le français. La seule chose qui nous éloigne un peu, c'est la distance. Donc, il va falloir travailler sur ces variables. Je sais qu'au Canada, au Québec en particulier, la diaspora camerounaise est très dynamique et très entreprenante. Donc, c'est de trouver ensemble des pistes qui feront en sorte que avoir davantage d'entreprises québécoises, canadiennes sur le terrain. Mais pour cela, il y a des préalables. Il y a des préalables parce que je suis très vocal là-dessus. Les études ont démontré que pour accroître les échanges entre deux pays, deux nations, vous avez besoin de deux variables. La langue, nous l'avons déjà, donc c'est un plus. La proximité, on ne l'a pas. Mais la proximité, c'est très simple. On peut avoir des connexions aériennes directes qui vont faire en sorte que les PME, les entreprises vont plus facilement se déplacer vers le continent africain, vont voir les opportunités d'investissement et vont venir s'investir. Présentement, si un entrepreneur doit quitter Montréal, doit la demander, approximativement, c'est 4 jours. En effet. Et 4 jours, on sait ce que ça a comme impact, surtout dans le domaine des affaires. 2 jours à l'aller, 2 jours au retour. C'est beaucoup. Justement, c'est ce que je disais tantôt. 4 jours, c'est énorme lorsqu'il s'agit de business. 4 jours, 2 à l'aller, 2 au retour. C'est un manque à gagner considérable, surtout pour des jeunes entreprises et des PME qui peinent encore à se trouver et à asseoir leur compétitivité. En parlant justement d'entrepreneuriat, ce serait un crime d'éluder le leadership féminin. Quelle est la place que le Québec accorde à l'entrepreneuriat féminin? Oui. Avant de répondre à cette nouvelle question, permettez-moi juste de compléter l'ancienne. Oui. J'avais l'impression qu'on avait un problème de connexion.
D'accord. Pensez juste aux Chinois ou les Turcs qui viennent dans nos pays respectifs, que ce soit le Cameroun ou au Sénégal ou l'Afrique de façon générale. Ces gens-là ne parlent pas la langue. Et en ce qui concerne la Chine, c'est beaucoup plus loin que le Canada. Mais quand ils viennent, en moins de 2 ans, ils deviennent des bons entrepreneurs et puis tout le monde les voit, ils occupent les pans de nos économies respectives. Donc, ça démontre qu'il y a de la place pour tout le monde en Afrique, sur le continent. Il faut juste avoir la volonté et aussi faciliter les déplacements. C'est important que nos gouvernements, de part et d'autre, que ce soit du côté canadien, québécois, que ce soit du côté camerounais, qu'on ait cette facilité-là. Donc, pour maintenant répondre à votre question sur l'entrepreneuriat féminin, pour nous, le problème ne se pose pas. Le Québec est connu pour sa politique avant-gardiste en ce qui concerne les femmes. Si on regarde les diplomations, par exemple, dans nos universités, le plus grand nombre, c'est des femmes. Si on regarde les conseils d'administration de sociétés d'État, on parle de parité. Tu as des grandes entreprises qui sont gérées par les femmes. Les gouvernements, la parité des ministres. Donc, le problème ne se pose plus au niveau des femmes. Et c'est tellement important pour nous que, à la fin de ce forum, il y a 2 grands prix, dont un qui est un prix féminin. Donc, obligatoirement, il y a une dame entrepreneur qui va gagner un des prix et probablement pourrait gagner les 2. D'ailleurs, à Cotonou, lors de la 2e édition, c'est une jeune dame qui avait gagné le Grand Prix et qui est présentement au Canada en incubation. Donc, pour nous, l'entrepreneuriat féminin, c'est dans l'ADN de la politique québécoise. D'ailleurs, je vais faire une citation. On dit souvent, quand vous donnez un emploi à un jeune, vous lui donnez la vie. Mais quand vous donnez le pouvoir économique à la femme, vous changez à jamais positivement votre société. Donc, je souhaite et je désire vraiment que ce soit le cas au cours des prochaines années pour les pays du continent africain. Je pense que ce sera d'ailleurs la chose la plus facile parce que lorsqu'on parle d'entrepreneuriat féminin, le potentiel y est et de plus en plus, elles sont nombreuses ces femmes qui bousculent les lignes, aidées justement, selon les experts, par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. On va sortir de cet entretien en parlant justement des échanges commerciaux entre le Québec et l'Afrique francophone. On est rendu à quel niveau? On va sortir, Monsieur Iyatouré, on va sortir de cet entretien en questionnant le niveau des échanges commerciaux entre le Québec et l'Afrique francophone. Oui, et je le disais récemment, les échanges sont malheureusement, et les raisons que j'ai déjà expliquées à vos auditeurs. Personnellement, je ne suis pas satisfait de ça. Ici, c'est de faire en sorte que c'est de favoriser l'accroissement de ces échanges-là. Et le type d'activité que nous faisons, ce forum, va permettre à beaucoup de Québécois, il y a une délégation de une quarantaine de personnes qui vont faire le déplacement vers le Cameroun. Donc, ça va être une découverte, une première. Je pense que c'est ce genre d'initiative qu'il faut encourager, de part et d'autre, et en espérant que, évidemment, on va avoir la connexion aérienne.
Dans tous les cas, Monsieur Iya Touré, je tiens à rappeler que vous êtes le délégué général du Québec à Dakar et on aura certainement le plaisir de vous rencontrer les 1er et 2 novembre prochains, c'est-à-dire au cours du lancement ou bien l'ouverture du 3e forum international sur l'entrepreneuriat que se prépare à accueillir la ville de Douala. Un 3e forum dont le thème est l'entrepreneuriat et l'innovation au cœur du développement. C'est une plateforme organisée par le Québec, par la délégation générale du Québec à Dakar et ses différents partenaires. Ça a été un plaisir de vous avoir, Monsieur Iya Touré. Merci beaucoup, merci de l'invitation. Vraiment, je vous remercie pour cette belle opportunité. Et j'en profite pour donner rendez-vous à tous ces entrepreneurs ou à Douala d'être présents le 1er et 2 novembre de l'Hôtel Cristal. Et pour s'inscrire, c'est québec.dakar@mri.gouv.qc.ca. Merci beaucoup de cette invitation. Voilà, c'est dit. Ça a été un plaisir de vous avoir, Monsieur Iya Touré. Je tiens à rappeler que vous êtes le délégué général du Québec et vous êtes basé à Dakar. On aura le plaisir de vous retrouver les 1er et 2 novembre prochains. Ce sera ici à Douala, au Cameroun, capitale économique du Cameroun. Donc, dans le cadre de la 3e édition du Forum international sur l'entrepreneuriat. Mesdames, Messieurs, c'était l'invité de la rédaction sur Dash News. Merci d'avoir été des nôtres.